Mes chers compatriotes, je voudrais vous parler aujourd'hui de la question qui agite beaucoup les milieux agricoles en ce moment, en particulier de l'opération Le Monde à l'envers. Vous avez vu, si vous parcourez la France, que quand vous entrez dans un certain nombre d'agglomérations, notamment en zone rurale, que les panneaux pour entrer dans la ville ou dans le village sont renversés. Il s'agit d'une opération qui est menée à la fois par la FNSEA, la Fédération nationale des syndicats d'exploitation agricole, la FDSEA pour les départementales et puis les jeunes agriculteurs. Alors, ce ne représente pas à eux seuls d'ailleurs toute la profession agricole. Il y a d'autres syndicats qui ne participent pas forcément à ces opérations. Mais en gros, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, il se passe que le monde agricole est de nouveau, si j'ose dire, en colère et très fortement en colère. Alors c'est le silence radio dans tous les médias. Pratiquement personne n'en parle. Et parce qu'en fait, ça pose des questions extrêmement gênantes que je voudrais ici résumer assez rapidement, succinctement et clairement. Le problème qui se pose, c'est que on met les agriculteurs français dans une série de contraintes et qui sont en fait exclusives les unes des autres. Ils ont trop de contraintes, ils ne peuvent pas respecter toutes les contraintes sans en réalité disparaître. La première des contraintes, eh bien, c'est de participer évidemment au marché commun agricole européen et donc de suivre les instructions qui sont décidées notamment dans le cadre de la politique agricole commune. Alors donc de ce point de vue-là, il y a un marché commun et à l'intérieur du marché commun européen, marché circulent tous les produits agricoles des pays membres de l'Union européenne. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que nous sommes en France et qu'en France, il y a des lobbies, il y a notamment les écologistes qui font des pressions sur les agriculteurs pour avoir des normes notamment environnementales qui soient supérieures en fait aux exigences européennes. On l'a vu en particulier par exemple sur le glyphosate. On a appris il y a quelques semaines que la Commission européenne avait décidé de proroger pour 10 ans l'autorisation du glyphosate. Sauf qu'en France, on a un lobby, plusieurs lobbies, notamment des écologistes, qui ne veulent pas de ce glyphosate et ça a amené le gouvernement à prendre des mesures de restriction de ce glyphosate. Et ce que disent les agriculteurs, et ils ont raison, c'est qu'on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Soit on impose aux Français, aux agriculteurs français, d'interdire le glyphosate, c'est-à-dire ce produit phytosanitaire, pour des raisons écologiques qui restent à préciser, des raisons sanitaires. Mais à ce moment-là, il faut l'interdire dans toute l'Union européenne. Ou alors il ne faut pas autoriser des produits agricoles qui sont produits dans d'autres pays de l'Union européenne à entrer sans limitation, sans franchise de droit et sans contrôle, alors même qu'eux ont bénéficié justement des gains de compétitivité et de productivité du glyphosate, alors que ça nous est interdit à nous. Il faut que la concurrence doit être égale partout, enfin, doit reposer sur des bases de départ égales. Alors, il n'y a pas que le glyphosate, il y a également toute une série de produits phytosanitaires qui sont autorisés en fait dans l'Union européenne alors qu'ils sont interdits en France dans le cadre du plan EcoFit 2030. C'est un peu la même problématique, c'est-à-dire que tout est fait en France pour que aller vers une agriculture bio, une agriculture plus saine, etc., par des mesures nationales. Moi, j'y suis plutôt favorable. Honnêtement, je fais partie des gens qui, s'ils ont le choix, ils préfèrent plutôt des produits bio que des produits gavés d'insecticides. Mais encore une fois, le problème, c'est que nos agriculteurs, on leur impose des contraintes que n'ont pas les concurrents venus des autres pays de l'Union européenne et qui peuvent vendre leur production en France et en plus, on ne sait même pas de quel pays ça vient. C'est vendu comme ça. Ils bénéficient de coûts de production très, très, très inférieurs. Alors la même chose découle également des accords internationaux. J'ai déjà eu l'occasion de le dire et je le répète ici que vous savez que la Commission européenne, qui a les yeux de chimène pour le régime de Zelensky, a proposé, ça a été avalisé par un Conseil européen, eh bien que les productions ukrainiennes entrent en Union européenne en franchise de droit et sans contrôle. Et j'ai fait une vidéo spécialement consacrée à ce sujet. Il y a un producteur de poulet industriel en Ukraine, qui est un proche de Zelensky, un mafieux, un milliardaire, qui s'est fait construire une réplique du château de Versailles dans la banlieue de Kiev avec tous les profits qu'il a fait sur ses productions. Eh bien, il peut désormais vendre en France du poulet en batterie aux hormones, gavé d'OGM et tout ce qu'on aime. Tout ça est vendu en Union européenne et donc en France, en franchise de droit. Et évidemment, à un tarif très inférieur au prix de production qui sont ceux de la France.
Alors on a appris par exemple que les producteurs du poulet de Loué, le poulet de Loué qui est un des poulets fermiers les meilleurs de France, il y a le poulet de Brest, le poulet de Loué, etc. Mais on a appris le 3 décembre dernier que du fait des importations massives venues d'Ukraine, il y a sur les 2600 producteurs, il y en a 200, c'est-à-dire 8%, qui vont mettre la clé sous la porte. Voilà. On a eu une augmentation du nombre de poulets venus d'Ukraine de 80% au cours de cette année 2023 par rapport à l'année 2022. Donc voilà encore un endroit où les pouvoirs publics laissent tomber les agriculteurs. Pour ce qui concerne la production de poulet, j'avais déjà eu l'occasion de le dire, je crois. Il y a une interprofession qui s'appelle l'Envol, qui est justement une association nationale de la volaille, qui sont allés voir le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, en lui disant qu'il fallait mettre une clause de sauvegarde pour sauvegarder justement la filière avicole française. Et M. Fesneau a dit non, on ne peut pas envoyer un mauvais message à l'Ukraine, donc il n'a rien fait. Ça veut dire que concrètement, les pouvoirs publics, on condamne, au nom du soutien à l'Ukraine, condamne des producteurs de poulets de Loué, mais ça va être ailleurs dans la Bresse, etc., à disparaître parce que nous devons acheter du poulet dégueulasse venu d'Ukraine. Alors, on retrouve également la même chose sur d'autres sujets internationaux, comme par exemple les négociations qui patinent avec le Mercosur, ou bien les négociations qui viennent d'avoir lieu avec la Nouvelle-Zélande, où il est question, et je crois qu'il y en a également en cours avec le Kenya, où il est question, alors on a Madame von der Leyen qui se pousse du col à chaque fois, il est question d'avoir des accords de libre-échange avec des pays comme la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, ce sont les antipodes. Il n'y a pas plus loin. C'est à 20 000 kilomètres. Donc on ne peut pas trouver de pays plus lointain de la France que la Nouvelle-Zélande. Et donc est-ce qu'il est bien raisonnable, à un moment où l'on prétend essayer de produire local pour éviter les émissions de gaz à effet de serre, est-ce qu'il est bien raisonnable de promouvoir un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande qui est à 20 000 kilomètres? Ça, c'est un premier point. Mais le deuxième point, et c'est là où les agriculteurs sont furieux, et à juste titre, c'est que dans tous ces accords internationaux, il n'y a pas ce qu'ils réclament, c'est-à-dire des clauses miroirs. Des clauses miroirs, ça veut dire que toutes les réglementations parfois draconiennes qui pèsent sur les agriculteurs français devraient être intégrées par ce qu'on appelle le système des clauses miroirs, c'est-à-dire que le libre-échange ne s'appliquerait qu'à la condition qu'il s'agisse de production agricole ou d'élevage qui ait subi les mêmes contraintes, par exemple en matière phytosanitaire, en matière d'engrais, en matière de qualité d'élevage, en matière de non-souffrance animale. Alors, comme si tout ceci ne suffisait pas encore, il y a d'autres problèmes qui se posent aux agriculteurs, notamment en matière de fiscalité, puisque toujours pour répondre à des exigences écologiques, il y a une tendance en ce moment en France à augmenter la fiscalité sur l'irrigation, sur l'utilisation de produits phytosanitaires. Il est également question que des dégrèvements dont bénéficiait le gazole non routier, c'est-à-dire par exemple pour des machines agricoles, les tracteurs, progressivement les avantages fiscaux dont ces produits bénéficiaient vont être supprimés. C'est-à-dire qu'en fait, les agriculteurs constatent qu'ils sont faits comme des rats. Voilà. C'est-à-dire que de partout, il y a des quantités de réglementations qui leur tombent dessus, sans que, en fait, jamais quelqu'un ne se dise il faut quand même les aider, il faut les sauver, il faut améliorer encore le système d'installation des jeunes agriculteurs, parce qu'il y a une demande qui n'est pas majoritaire, mais qui est quand même significative de jeunes qui voudraient s'installer en zone rurale, et bien que tout ceci, en fait, patine, les promesses ne sont jamais tenues, il y a des rendez-vous à Matignon, au ministère de l'Agriculture, qui débouchent sur pas grand-chose. Voilà. Alors, ça mérite d'être souligné ici, et ce qui mérite d'être souligné, c'est que la FNSEA a tapé du poing sur la table il y a quelques jours, au moment justement où il a été décidé que l'Ukraine entrerait dans l'Union européenne, enfin du moins plus exactement qu'on lançait la procédure d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. La FNSEA a tiré la sonnette d'alarme en disant c'est de la folie furieuse. Si vous faites entrer l'Ukraine dans l'Union européenne, ça sera la fin de l'agriculture française.
Alors tout ceci, le rendez-vous, c'est au mois de février 2024, puisqu'il y a le fameux salon de l'agriculture qui se tient pendant la seconde quinzaine, je crois, du mois de février, à Paris. Et si rien n'a avancé d'ici là, il est tout à fait probable qu'il va y avoir des manifestations d'agriculteurs de grande ampleur, à la fois organisées par la FNSEA, mais aussi sans doute par d'autres syndicats agricoles. Alors en conclusion de quoi je voudrais dire tout ceci, c'est que j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Normalement, un chef d'État doit avoir pour souci numéro 1 de défendre les intérêts de son propre pays. Deuxièmement, de son propre peuple. Troisièmement, de veiller à ce que, en cas de coup dur, le pays continue de fonctionner. Ça veut dire notamment qu'un chef d'État conséquent doit avoir à l'esprit l'idée de la souveraineté alimentaire, de l'autosuffisance alimentaire. C'est fondamental. Normalement, aucune décision ne devrait être prise en France dont l'effet serait en définitive, même si c'est emballé par des paroles économistes, etc., le soutien à l'Europe, le soutien à l'Ukraine, le ci et le ça, dont l'effet, en fait, serait de nuire à notre autosuffisance alimentaire. Là, on est à l'évidence face à une carence absolument majeure. Et je m'adresse ici notamment à tous les agriculteurs qui m'écoutent. Parce que malheureusement, il y a beaucoup d'agriculteurs qui croient encore... Il y en a quand même de plus en plus qui ont bien compris comment ça fonctionnait. Mais il y a encore des agriculteurs qui sont restés à l'image qu'a eu la politique agricole commune dans les années 60, 70, 80 du XXe siècle, c'est-à-dire où l'Union européenne donnait des subventions aux agriculteurs français de façon assez généreuse, et les agriculteurs pensaient que c'était l'Europe. J'ai déjà eu l'occasion de le dire 50 fois. Les subventions versées par l'Union européenne aux agriculteurs français sont en fait surfinancées par les contribuables français. Surfinancés, ça veut dire qu'en fait, les Français payent beaucoup plus que ces quelques subventions que l'on reçoit. De telle sorte que si demain on sortait de l'Union européenne, eh bien nous pourrions avoir, par des circuits courts et immédiats, un versement des mêmes subventions aux mêmes agriculteurs, sauf qu'ils n'auraient pas besoin de transiter par Bruxelles, ce qui occasionne des délais absolument insensés. Et puis ça aurait le mérite aussi de nous faire des économies, puisqu'en fait, vous le savez, on dépense beaucoup plus vers l'Union européenne que ce que nous en recevons. Et puis ça aurait aussi un autre effet, c'est que la France serait maîtresse d'elle-même dans ses négociations internationales. Voilà. Parce que l'on ne peut pas avoir une chose et son contraire. Et de ce point de vue-là, il y a une folle irresponsabilité des dirigeants au pouvoir, et tout particulièrement des écologistes, etc., puisque les demandes qu'ils font d'avoir une agriculture de plus en plus respectueuse de l'environnement, de la santé, de la non-souffrance animale, etc., ce sont des objectifs nobles, je n'en disconviens pas, mais ils sont en contradiction totale avec les objectifs de l'Union européenne et les traités. Si vous lisez les articles pertinents du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne concernant la politique agricole commune, vous verrez qu'il est question uniquement d'augmenter la consommation des produits agricoles. Il n'y a pas la notion de qualité des productions, de respect des terroirs, de respect des animaux, de non-souffrance animale, d'utilisation minimale des produits chimiques, des produits d'engrais et phytosanitaires, d'avoir une agriculture raisonnée. Ces objectifs-là ne sont pas dans les traités européens. La seule chose qu'il y a dans les traités européens, c'est la loi du profit maximal. Et c'est la raison pour laquelle nous nous trouvons dans cette situation. Si nous voulons avoir une agriculture respectueuse et des êtres humains et des animaux, et des terroirs et des terres qu'il ne faut pas appauvrir par des utilisations tout à fait délirantes de produits phytosanitaires, si nous voulons avoir ce genre d'agriculture, il faut en tirer les conséquences. On ne peut pas rester dans un marché commun européen ni dans une Union européenne qui nous impose une concurrence frontale sans aucune possibilité de s'en sortir, avec des pays qui, eux, sont dispensés de toutes les contraintes qui pèsent sur nos agriculteurs. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. C'est la raison pour laquelle je m'adresse ici à tout le public agricole, et tous ceux qui vous disent depuis des décennies « mais non, l'Europe c'est la paix », etc., vous voyez bien que c'est pas vrai. Tous ceux qui vous disent « l'Europe c'est la sécurité, c'est le niveau de vie », vous voyez bien que c'est pas vrai. Mais tous ceux qui vous disent « l'Europe défend l'environnement, l'écologie », vous le savez que ce n'est pas vrai. Vous êtes aux premières lignes pour le savoir que ce n'est pas vrai. Donc, ce que je vous propose, continuez les manifestations, essayez d'obtenir quand même du gouvernement qu'il vienne à mieux prendre en considération les besoins de la profession agricole, puisque sinon on va vers une France
où il y aura bientôt, d'ici 10 à 15 ans, il y aura bientôt presque plus d'agriculteurs en France. Enfin, c'est incroyable comme histoire, ce qui est contraire à notre identité nationale, à notre histoire, à notre génie national. Si vous voulez arrêter ça, il y a un moyen simple de manifester votre mécontentement, c'est le 9 juin prochain, eh bien de glisser dans l'urne un bulletin qui sera un bulletin pour l'UPR. Pas pour le RN, ou pour Zemmour, ou pour les Républicains, etc., qui vous bercent d'illusions depuis des décennies sur le thème qu'eux, ils vont avoir une autre Europe. Non. L'autre Europe, ça n'existe pas. Et vous le savez très bien, vous connaissez les arcanes des circuits bruxellois. Ça n'est pas parce que le RN aurait 3-4 députés en plus au Parlement européen, ou bien qu'il y aurait Madame Marion Maréchal au Parlement européen, que ça changerait quoi que ce soit. La seule chose qui changera, c'est si la France envoie au Parlement européen des députés dont je serai et qui se fera le porte-parole des agriculteurs français et au-delà d'eux, et qui dira tout ce qui ne va pas dans l'Union européenne. Et la conséquence, c'est que soit il faut tout mettre à zéro, soit on en sort et nous proposons d'en sortir. Voilà. Vive la République et vive la France.